Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans l'édition matinale de ce 11 novembre. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire était hier lundi face à la presse. Ousmane Diagana se dit satisfait de la gestion des fonds mis à la disposition du gouvernement ivoirien dans le cadre du financement de projets socio-économiques. Les précisions de Francis Boifo. Tous les signaux sont ouverts pour accélérer la croissance, constate le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. La renaissance des infrastructures, les écoles et les systèmes de santé qui fonctionnent bien à nouveau, l'agriculture qui est relancée et qui a contribué de manière importante à cette croissance économique. Tout cela, c'est évidemment des efforts du gouvernement, des efforts que nous avons accompagnés par des projets spécifiques, ensemble avec les autorités ivoiriennes. Nous sommes réjouis donc de ces performances. Satisfaite des résultats obtenus par le gouvernement ivoirien, la Banque mondiale a décidé d'appuyer financièrement le pays pour la réalisation d'autres projets. Et c'est le 25 novembre prochain que son conseil d'administration va décider. Il y a un programme de renforcement du système de santé et de lutte contre Ebola de 70 millions de dollars. Il y a un programme d'appui budgétaire de 70 millions de dollars. Il y a un projet de protection sociale et d'appui aux filets sociaux de 50 millions de dollars. Et puis, il y a une petite initiative de gestion des pesticides de 5 millions de dollars. Au total, une intention de financement de 200 millions de dollars, soit 100 milliards de francs CFA. 40% de ce montant sont octroyés sous forme de dons et les 60% restants sont à rembourser sur une durée de 35 ans. Une rencontre bilan des activités de l'association de producteurs de pétrole en Afrique s'est ouverte également ce lundi. Cette rencontre qui va durer 3 jours va permettre d'évaluer les objectifs, les résultats et les activités de l'association et ses organes, au nombre desquels le secrétariat exécutif du Fonds pour la coopération technique. Guy-Roger Nguessan, Adamakone. L'Association des producteurs de pétrole africains, APA, est à la recherche d'un second souffle à Abidjan. Vieille de 27 ans, l'APA veut se mettre au goût du jour pour répondre aux défis actuels et à venir du secteur pétrolier, aussi bien en Afrique que dans le monde. La première réunion du comité de pilotage de l'étude sur l'évaluation des organes permanents de l'association, conduite par la Côte d'Ivoire, vise à adapter les textes fondamentaux de l'APA aux besoins des pays membres. Au cours des travaux, vous ferez l'analyse et la synthèse des propositions soumises par les pays membres en préparation à la session extraordinaire du Conseil des ministres des pays de l'APA du 21 janvier 2015. Le Conseil des ministres attend des propositions claires et motivées qui devraient pousser nos pays à une action concertée et soutenue dans le cadre des missions assignées à l'APA. L'Association des producteurs de pétrole africains compte 18 membres. L'organisation veut être un modèle de coopération régionale et de promotion des ressources pétrolières. En 2013, l'ensemble de la production de pétrole brut de l'APA a été estimé à 9,4 millions de barils jour, soit 10% de la production mondiale. Changement climatique et ville durable, voilà le thème de la quinzaine de l'environnement qui a commencé hier lundi. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation de proximité pour porter aux populations le message du gouvernement sur les préoccupations environnementales. La quinzaine de l'environnement est à sa 3e édition. Grace Kando a assisté à son lancement. C'est reparti pour la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Le top départ a été donné ce lundi 10 novembre par le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, Alakwadio Remi. Objectif, sensibiliser les différentes couches sociales à un changement de comportement en vue de protéger l'environnement et assurer le développement durable. Cette quinzaine s'organise chaque année autour d'un thème. Pourquoi le choix de ce thème ? Cela vient simplement du fait que les concours de circonstances nous ont amenés à être choisis comme pays invité d'honneur à Polytech 2014 à Lyon les 2 et 5 décembre 2014. Et le thème phare, c'est ville durable.
À cette 3e édition de la quinzaine de l'environnement, le ministre Alla Kwadio Remi a prononcé une conférence inaugurale sur la gouvernance environnementale et ville durable. Il a passé en revue les questions liées à l'environnement en Côte d'Ivoire avant d'inviter les populations à un comportement éco-citoyen. La bonne gouvernance environnementale nécessite l'implication effective de l'ensemble des acteurs du secteur public, des collectivités territoriales, du secteur privé et des organisations de la société civile. Et c'est le lieu de lancer un appel à tous nos concitoyens en faveur de l'éco-citoyenneté et d'un changement de comportement qui nous mène vers la construction de villes durables. Et c'est ensemble que nous construirons la Côte d'Ivoire de demain, une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, durable et émergente. Cette quinzaine nationale de l'environnement sera meublée par plusieurs panels, entre autres développement durable et énergie renouvelable et sur la qualité de l'air. Vous allez le voir en image. Hier, 10 novembre, c'était la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. Cette journée bilan annuelle avait pour objectif de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la science et combler le fossé entre elle et la société. Nous sommes à un an des élections générales en Côte d'Ivoire et la CEI, la Commission électorale indépendante, met un accent particulier sur la formation de ses commissaires centraux. L'inscription sur les listes électorales, le vote à l'étranger et la technologie dans les élections sont les modules sur lesquels les commissaires de la CEI ont été instruits. C'est ce que nous dit Michel Digré. Cette succession de formations a un rythme cadencé témoigne à n'en point douter de l'imminence des échéances qui nous attendent. Vous saisissez donc de façon éloquente l'importance des enjeux qui se dressent devant nous. C'est la deuxième session de formation des commissaires centraux de la CEI en moins de mois et pour cause, les élections de 2015 approchent à grands pas avec d'importants défis à relever. L'inscription des électeurs est une étape clé dans le processus électoral. Je dirais même que c'est l'une des premières étapes parce que sans liste électorale, on ne peut pas avoir d'élection. Ce module, c'est pour pouvoir nous familiariser avec ce processus et pouvoir le commencer assez tôt parce qu'on va aboutir à une liste provisoire qui va être vérifiée par les électeurs avant d'avoir la liste électorale définitive. Les commissaires centraux de la CEI sont donc formés sur l'inscription des électeurs sur les listes électorales, le vote à l'étranger et enfin sur les technologies de l'information dans le processus électoral. Il ne faut pas adopter une technologie pour adopter une technologie. Il faut aussi que ce soit une technologie qui ne vienne pas compliquer les choses, par exemple aux électeurs. Si au niveau de la Côte d'Ivoire, la CEI veut aller vers de nouvelles technologies, qu'elle puisse prendre ces éléments à considérer en compte pour que toute adoption de nouvelles technologies puisse être bénéfique et à la CEI, et aux électeurs et à la Côte d'Ivoire. Cette formation bénéficie du soutien de la Commission de l'Union africaine qui entend jouer pleinement sa partition pour la réussite des élections en 2015. Dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-Chine, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, a conduit une délégation en Chine. Je vous propose maintenant de suivre quelques temps forts de cette mission. C'est avec Léon Bro. Plus de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques de service sur l'axe Abidjan-Pékin. L'accord qui lève cette exigence a été signé le 5 novembre 2014 par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, et son homologue chinois, Wang Yi. Cet acte pour ses signataires va consolider la relation déjà excellente entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Il intervient en marge de la mission effectuée par Charles Dibi Kofi à l'invitation du ministre chinois du Commerce. Une mission qui s'est soldée par la conclusion de 3 projets d'accord de coopération économique et technique d'un montant global de 80 milliards de francs CFA entre les gouvernements chinois et ivoiriens. Le premier portant prêt remboursable sans intérêt et destiné à la construction à Abidjan d'un stade de 60 000 places concernant une enveloppe de 24 milliards de francs CFA. Les 2 projets d'accord restants sont relatifs à des dons pour la réalisation de 4 lycées d'excellence et la phase 2 du projet d'alimentation d'Abidjan
en eau potable. À cette mission, le ministre d'État Charles Dibi Kofi avait à ses côtés les ministres Niale Kaba, Adama Tungara et Patrick Kachi, respectivement chargés de l'économie et des finances, de l'énergie et du pétrole, des infrastructures économiques. Ces membres du gouvernement ont dit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à la Chine, pays dont l'appui à la politique nationale de prévention contre l'épidémie de fièvre à virus Ebola s'élève à ce jour à 410 millions de francs CFA. Nous sommes en Chine, nous y restons. La Chine, où les dirigeants de l'Asie-Pacifique se rencontrent cette semaine pour le sommet de l'APEC, le plus grand forum économique du monde. Un sommet qui marque la montée en puissance du géant d'Asie. Reportage. Les dirigeants des 21 pays de l'Asie-Pacifique se sont retrouvés lundi à Pékin, pays hôte du sommet de l'APEC. Maître de la cérémonie, le président chinois a vu les choses en grand pour faire de ce sommet une vitrine de la nouvelle puissance chinoise. Son projet est de mettre la Chine au centre de cette zone économique qui représente 21 pays et la moitié de l'économie mondiale. Signe de ce succès, la Chine et la Corée ont signé lundi un accord éliminant les droits de douane sur 90% des marchandises. Un sommet également pour rassurer les partenaires de la Grande Chine. La Chine va importer chaque année des milliards de dollars de biens et envoyer des millions de touristes dans le monde. Pour la région Asie-Pacifique et pour le monde entier, le développement de la Chine va générer de larges opportunités et des bénéfices durables. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président chinois ont eu un long entretien lundi, le premier après 2 années de fortes tensions diplomatiques. Les relations de la Chine et du Japon butent toujours sur la souveraineté des îles Senkaku situées en mer de Chine. La marine et l'aviation des 2 géants asiatiques se sont dangereusement défiées ces derniers mois autour de cet archipel. C'est le premier pas pour un retour de nos 2 pays à des relations stratégiques basées sur des bénéfices mutuels et des liens améliorés. Le président américain a appelé la Chine à ouvrir ses marchés et à rendre sa monnaie convertible. Malgré la rivalité entre les 2 puissances, Barack Obama assure qu'il est dans l'intérêt des États-Unis que la Chine soit prospère. Vladimir Poutine, lui, a confirmé ses excellentes relations avec Pékin avec la signature de méga contrats dans les domaines du gaz et du pétrole. Vous le savez, le Maroc a formulé la demande de report de la CAN de 2015 à 2016 pour des raisons sanitaires. Le bureau exécutif de la CAF se réunit très prochainement au Caire, aujourd'hui même, pour décider de la suite des événements. L'institution peut choisir de faire organiser la Coupe d'Afrique aux dates initialement prévues, c'est-à-dire du 17 janvier au 18 février prochain, mais dans un autre pays, ce qui mettrait définitivement fin au rêve du Maroc d'organiser la CAN, et le Royaume serait certainement lourdement sanctionné. En tout cas, le report fait polémique. À 24 heures de la très attendue décision relative à l'organisation de la CAN 2015, au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football, une tendance se dessine. De plus en plus de voix s'élèvent pour s'opposer au report de la compétition prévue du 17 janvier au 8 février. Ce journaliste camerounais couvre depuis plusieurs années des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour la radio nationale. Comme certains membres de la CAF, il estime que le report de la CAN 2015 pourrait priver l'instance tutélaire du football africain de ressources vitales. Ce report, à mon sens, aurait des conséquences lourdes, aussi bien pour le pays organisateur que pour les pays participants, parce que programmer un événement de cette envergure de longue date et brutalement le reporter serait suicidaire pour toutes les parties. Dimanche, le Maroc a indiqué qu'il croyait encore en la possibilité d'un dialogue avec la Confédération africaine de football. Mais Rabat maintient sa requête de report de la CAN de janvier 2015 à janvier 2016 en raison de l'épidémie d'Ebola. Sa décision communiquée samedi à la CAF est très commentée dans les milieux du football amateur sur le continent. En Côte d'Ivoire, la polémique enfle. Imaginez-vous un instant qu'on dit qu'il y a un seul cas d'Ebola là-bas. Vraiment, tous les touristes vont fuir. Or, c'est la première source de revenus du Maroc. Donc, je les comprends un peu dans ce sens-là. Mais j'aurais préféré que
ils ne refusent pas. Un petit repos serait quand même intéressant parce que le Maroc aussi est un pays africain et c'est l'Afrique qui est en majorité touchée par ce virus-là. En attendant la fin mardi de l'imbroglio autour de la CAN 2015, les sélections africaines poursuivent de manière imperturbable leur préparation. Ce week-end vont se disputer les matchs comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Fin de ce journal. Bonne journée de mardi sur la chaîne qui rassemble.